Bienvenue sur Héros Vagabond, le podcast des imaginaires du changement. Je m'appelle Christelle Gentot, je suis artiste nomade et j'ai passé près d'un tiers de mon existence sur les routes. Dans cet épisode, je suis avec Thierry Chan Le Bruley, un artiste nomade, pour vous parler plomberie et autonomie en eau. Nous allons donc aborder l'installation d'eau dans un véhicule, comment la réaliser soi-même, les erreurs que nous avons faites par le passé. Donc tu vas nous parler d'abord de l'installation minimale dans un véhicule. Alors ce qu'on appelle une installation minimale, c'est un bidon de type jerrycan avec un petit robinet intégré à la base. Donc ça, il suffit de le poser sur une étagère au-dessus de l'évier ou au-dessus d'une bassine, hein. C'est une installation qui est très simple, ça s'adapte partout, particulièrement dans les petits espaces, les petits véhicules. Ça représente un faible poids. Et ça fonctionne sans électricité, donc c'est vraiment économique. Alors par contre, il faut bien penser à descendre ce bidon sur le sol avant de prendre la route, parce que il y aura des petits accidents. Alors ce système n'est pas du tout compatible avec un chauffe-eau ou un boiler, puisque ça, il faut que ce soit alimenté par une pompe, et donc si on veut de l'eau chaude, il suffit simplement de la faire chauffer dans une casserole. Voilà, un système vraiment très très simple, mais qui peut vraiment s'adapter partout, même dans un tout petit van. Tout à fait. Ensuite, on peut faire une installation un petit peu plus complexe, donc avec une réserve, donc soit un jerrycan, soit une réserve plus conséquente fixée au sol, une pompe à pied, des tuyaux souples, on met pas de rigide dans un véhicule, et un robinet. Alors là, l'avantage, c'est pareil, il n'y a pas d'électricité, la pompe à pied, c'est purement manuel. Il y a quand même plus de contenance qu'avec un bidon qu'on monte en hauteur et qui va se vider par gravité, parce que là, on peut avoir un jerrycan, voire carrément une petite réserve, donc on peut avoir tout de suite 40-50 litres. Ça reste quand même très économique, une pompe à pied, c'est entre 30 à 50 euros à l'achat neuf. Donc voilà, c'est très solide en plus. Par contre, c'est toujours pas compatible avec un chauffe-eau ou un boiler qui a besoin d'avoir une pression continue, et ça ne peut alimenter aussi qu'un seul robinet. Donc s'il y a plusieurs robinets alimentés, tout de suite, c'est pas compatible, ou alors il faut que chaque robinet ait son propre système, ce qui devient un peu complexe. Et alors, autrement, on peut faire vraiment une installation beaucoup plus complète, comme on trouve dans les camping-cars. Donc là, ça va être une réserve fixe qui peut avoir une contenance de 80, 100, 150 litres, voire plus. Une pompe électrique avec avant un filtre et après un vase d'expansion pour éviter les coups de bélier et que la pompe s'abîme prématurément. Des tuyaux souples et qui vont alimenter le robinet de la cuisine, le chauffe-eau ou le boiler, la douche et parfois le lavabo, notamment dans les camping-cars. Donc là, c'est beaucoup plus coûteux tout de suite, un vase d'expansion, par exemple dans la marque Fiamma, ça coûte à peu près 35 euros. Une pompe à eau auto-amorçante, ça coûte au moins 100 euros. Donc c'est quand même tout de suite assez coûteux. Et ça peut tomber en panne, que ce soit le vase d'expansion, la pompe électrique, c'est tout de suite plus fragile. Il faut absolument de l'électricité, parce que sinon la pompe tout simplement elle fonctionne pas. Du coup il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau au robinet. Donc voilà, ça a l'avantage de faire comme si on avait de l'eau courante. Il suffit d'ouvrir le robinet, la pompe se met en route et voilà, c'est vraiment le système eau courante. Par contre, c'est de l'électricité et c'est plus fragile. Alors au niveau des contenants pour l'eau, le jerrycan, généralement, la contenance ne dépasse pas les 20 litres, parce qu'après, ça devient un peu lourd à porter quand on va remplir au robinet. Déjà, 20 litres, c'est super lourd. L'avantage, c'est que c'est super facile à nettoyer. On peut aller chercher de l'eau sans déplacer le véhicule. Il suffit de mettre le jerrycan sur un chariot, un truc comme ça, et on peut aller à un robinet à pied, même qui est assez loin. L'inconvénient, tout de suite, c'est la faible contenance, et c'est quand même assez physique à déplacer et à remplir, puisque ça fait un certain poids. La réserve qui va avoir après une contenance qui est très variable selon la capacité et la taille du véhicule. Évidemment, son avantage,
c'est qu'il y a plus de contenance qu'avec un jerrycan. L'inconvénient principal, c'est qu'il faut déplacer le véhicule pour la remplir et c'est plus complexe aussi à nettoyer. Alors, il y a des petites astuces. Une réserve fixe, on peut la remplir avec un arrosoir par l'extérieur ou avec un jerrycan ou un bidon par l'intérieur. Dans ce cas, il faut bien penser l'installation pour que la réserve soit facilement accessible et qu'elle ait bien un gros bouchon sur le dessus qu'on puisse enlever et remplir comme ça. Parce que s'il faut déménager et démonter des meubles pour y avoir accès, là, c'est juste plus possible, quoi. D'ailleurs, avoir un accès comme ça par le dessus, par un gros bouchon, ça facilite aussi l'entretien. Tout comme s'il y a un système de vidange total. Ça, c'est aussi très utile pour le nettoyage. Et quand on veut remiser le véhicule sans que l'eau elle stagne au fond, ce qui n'est pas terrible. Et ben justement, du coup, Thierry Chan va nous parler de l'installation qu'il a créée dans le camion roulotte. Alors moi, dans le camion, j'ai une cuve fixe de 500 litres. Avant, j'avais 2 fûts de 250, c'était pas pratique. Le litrage donc dépend des besoins en eau à la journée, multiplié par le nombre de jours d'autonomie qu'on souhaite, mais évidemment, on est limité par la capacité de charge du véhicule. Alors dans mon cas, moi je consomme un peu moins de 20 litres par jour, douche comprise. Donc avec mes 500 litres, j'ai à peu près 25 jours d'autonomie. Donc moi j'ai fait ce choix parce que ça me permet d'aller moins souvent faire le plein, parce que à chaque fois que je bouge le camion, le camion étant lourd, il consomme. Après sur mon installation donc de la cuve, j'ai un tuyau souple en cristal renforcé diamètre 12 qui part jusqu'à un pré-filtre qui bloque lui les impuretés qui pourraient se trouver dans le circuit. Ensuite j'ai une pompe qui alimente l'évier, la douche et le chauffe-eau. Ce dernier lui alimente l'évier et la douche en eau chaude. Alors la pompe que j'ai installée a un démarrage et arrêt progressif, ce qui m'a permis sur l'installation de ne pas mettre de vase d'expansion. Cette pompe, elle est conçue pour. C'est une pompe Marco qui est fabriquée en Italie, hein, c'est ça? Oui, voilà, c'est une pompe alors spéciale bateau parce qu'il y a plus de clients potentiels sur le nautisme que sur le caravaning. Mais ouais, c'est une pompe qui peut vraiment tout faire. Et elle est entièrement en métal. Ce qui fait qu'elle est quand même très robuste, contrairement à beaucoup d'autres pompes qui sont toutes en plastique. Voilà, même s'il y en a qui sont en métal, ils ont des engrenages plastiques. Celle-là, elle est toute en métal, acier, alu, etc. Et les engrenages sont en bronze. Elle est vraiment de qualité et elle est pas chère. Donc si vous installez une pompe standard, il faudra installer après la pompe un vase d'expansion pour éviter les fameux coups de bélier que Christelle a parlé juste avant. Les tuyaux souples cristal renforcés, on les trouve facilement dans les grandes surfaces de bricolage. Donc ça, c'est facile à trouver. Tous les raccords entre les tuyaux, quand ça part vers l'évier ou la douche, quand on fait des dérivations, il faut penser à mettre des raccords en Y et pas en T. Parce que les raccords en T ont tendance à freiner l'eau et du coup on perd de la pression. Et bien entendu, ne pas oublier les colliers, parce qu'un collier mal ciré, voire carrément absent, c'est la fuite. Ça m'est arrivé de faire une installation, puis je comprenais pas, ça pissait, oui, j'avais pas serré le collier. Donc voilà, ce genre de petites mésaventures. On se dit que c'est pour ça qu'on a des serpillères. Est-ce que tu peux détailler comment tu as installé ta cuve? Alors, ma cuve, elle est installée au fond du camion. Je l'ai posée pas à même le sol, mais sur des tasseaux de bois de 50 par 50 mm. Si je voulais pas qu'elle soit au sol, c'est parce que j'ai un tuyau qui sort par en dessous, qui lui va vers la pompe, ce qui me permet d'utiliser la totalité des 500 litres. Sur le côté bas, j'ai l'arrivée d'eau pour le remplissage, parce que quand j'ai acheté la cuve, il y avait déjà un filetage à cet endroit-là, donc je l'ai réutilisé. Et dessus, j'ai un tuyau de trop-plein qui permet à l'air de sortir lors du remplissage, pour éviter qu'elle gonfle. Et aussi pour que l'eau puisse sortir si je ne l'arrête pas à temps. Quand vous achetez ce type de cuve, il faut bien faire attention au serrage du gros bouchon sur le dessus. Moi, j'ai fait confiance à ça. J'ai fait le remplissage en me disant, maintenant que j'ai un trop-plein, je vais attendre que ça coule en dessous pour arrêter l'eau. Et puis en fait, au niveau du bouchon, c'était pas super méga étanche et peut-être pas super bien serré. Du coup, j'ai eu un petit débordement par le bouchon, mais très léger. Du coup, maintenant, je pense bien à serrer très fort. Et en fait, avant d'arriver aux 500 litres, j'arrête. C'est plus simple. Sur le dessus de cette cuve, j'ai un grand bouchon donc de 20 cm. Alors, j'ai choisi un truc avec ce diamètre-là. Ça me permet de passer le bras pour faire un nettoyage ou un éventuel remplissage par bidon. Parce que Christelle parlait d'un remplissage par jerrycan. Il faut penser qu'il ne faut pas prendre un petit bouchon qui fait 2 cm de diamètre. D'ailleurs, cet été, j'ai posé le camion dans un camping le temps d'une formation et je faisais justement la pointe comme ça. Comment tu fais pour voir le niveau d'eau dans ta réserve? Alors, dans mes anciennes cuves,
j'avais créé un système avec des tiges filetées en inox de différentes longueurs dans lesquelles je faisais passer du 12 volts via un bouton. Ça alimentait une plaque à LED de ma conception. J'avais pour chaque cuve 3 LED, 25, 50 et 75%, plus un buzzer qui m'alertait pour le niveau plein. Alors là, j'avais pensé à un système similaire, mais les anciennes cuves étaient noires et non transparentes, alors que la nouvelle est justement semi-transparente. Du coup, il a suffi de diviser la hauteur par 5 pour avoir des paliers par centaines de litres et demi-paliers pour les 50. Du coup, c'est plus précis. Puis ça évite aussi que ça tombe en panne, finalement. Bah, totalement, j'ai plus besoin d'avoir du 12 volts. Même si les tiges étaient en inox, ça m'évite d'avoir du métal dans la cuve. En plus, je crois que tu avais eu un buzzer qui avait cassé en roulant, qui avait un objet qui avait tapé dedans et du coup, il avait cassé. Ouais, sur ma petite plaque en bois, les buzzers étaient apparents. Et oui, il y avait je crois que ça devait être un carton ou une caisse qui avait bougé. Ça avait enfoncé la petite grille devant, du coup, le buzzer, il marchait plus. Mais il fallait vraiment être à côté pour l'entendre, il faisait un petit sifflement très très fin. Du coup, il fallait remplir d'abord cette cuve-là en premier. Quand on entendait ce tout petit sifflement, on pouvait passer sur la deuxième qui, elle, sifflait vraiment très fort que je pouvais entendre pratiquement de l'extérieur. Tu avais eu aussi un petit faux contact au niveau d'un bouton. Oui. Du coup, les LED, elles s'allumaient par intermittence. Oui, le bouton, fallait Ouais. le bouger un peu dans tous les sens pour qu'il se décide à laisser passer le courant. J'avais envisagé de le changer, puis c'est là que le changement de cuve s'est présenté. En fait, tu recréais finalement ce qu'on trouve un petit peu dans les camping-cars, quoi. Oui, et qui sont vendus la peau du bras, pour rester poli. Parce que dans les systèmes pour les camping-cars, ils vendent ça pour certaines marques à plusieurs centaines d'euros, alors que c'est juste abusé. Le plus compliqué, c'est le système de détection de niveau d'eau à faire. Et en fait, j'ai copié les systèmes de plongeurs à multi-brins qu'on trouve sur beaucoup de cuves. En fait, c'est pareil, c'est une pièce qu'on visse sur le dessus de la cuve et il y a 5-6 brins en inox qui descendent dedans, de longueurs différentes. Et c'est tout simplement quand on appuie sur le bouton pour voir le niveau, ça envoie le courant dedans. Et là où ça passe, c'est qu'il y a de l'eau. Là où ça passe plus, c'est qu'il n'y a plus d'eau. Donc il suffit d'allumer les LED qui indiquent 25%, 50%. Alors on peut aller beaucoup plus loin en mettant une dizaine. Et là, on a une LED par dizaine de pourcents. C'est très précis. Par contre, là, c'est un chantier, c'est un nombre de tiges pas possible à installer dans la cuve. Donc voilà, c'est plus simple. C'est plus simple qu'elle soit transparente ou semi-transparente, ouais. Complètement. Alors, la cuve, je l'ai entourée d'isolant et de bois pour un éventuel gel. Bon, ça arrive jamais, mais bon. Surtout qu'elle est dedans, elle est dans le camion. Donc. Elle est dans le camion. Donc, au plus bas, les pires hivers, je suis tombé à 7 degrés, je crois, à mon record. Donc je suis très très loin. La nuit, ouais, le matin au réveil, donc je suis très très loin de faire geler mes cuves. Puis comme je vais pas faire les saisons de ski, donc ça va. Et du coup, devant, j'ai fait une trappe verticale coulissante. J'ai juste à la lever et je vois tout le côté de la cuve, du pied jusqu'en haut. Et donc par semi-transparence, je vois le niveau d'eau. Et c'est également par cette trappe que j'accède aux 2 vannes qui me permettent d'ouvrir le remplissage et aussi de fermer la sortie d'eau vers la pompe. Parce que si pendant que je roule, admettons, j'ai un tuyau qui pète, j'ai toute ma cuve qui se vide dans le camion. La vanne de remplissage est évidemment fermée, sinon j'ai ma cuve qui se vide dehors. Mais avant de prendre la route, je ferme la vanne qui va vers la pompe, comme ça, la cuve est totalement verrouillée vers l'extérieur. Et puis, c'était pour une autre idée, si j'ai installé ces 2 vannes, même s'il y a de l'eau dans la cuve, je ferme les vannes et ça me permet de débrancher les tuyaux si je dois travailler sur mon circuit. Voilà. Ça, c'est pas bête. Voilà. Parce que c'est important de garder justement la possibilité de travailler sur la pompe alors qu'il y a de l'eau dans la cuve. Voilà, et donc ça permet de ne pas devoir vider les cuves pour travailler sur le circuit. Et maintenant justement, on va passer aux erreurs et aux petits désagréments qu'on a pu constater sur nos véhicules ou nos installations précédentes. Tiens, parle-nous de la cuve que tu avais dans ton CI. Dans mon premier camping-car, la cuve, elle était hyper difficile à nettoyer. Elle était sous une des banquettes du salon. Et la banquette, elle avait une sorte de bras métallique. Donc la cuve, elle était vraiment thermomoulée pour prendre ce V à l'intérieur. Ce qui fait que on avait accès qu'à la première partie de la cuve en enlevant un gros bouchon dessus. Mais par contre, la deuxième partie, c'était juste totalement inaccessible.
Et la tirette de vidange ne fonctionnait pas. Donc quand j'ai eu le camping-car, il y avait un fond d'eau assez dégueu qui était au fond. C'était pas très ragoûtant, impossible de vider la cuve. Enfin franchement, c'était la galère là-dessus. Donc j'étais pas super satisfaite de cette cuve-là. Et en plus, quand je faisais le plein avec le tuyau par l'extérieur, il y avait un problème sur le trop-plein. Et selon comment mon tuyau se mettait, le trop-plein, en fait, il pouvait se vider à l'intérieur du camping-car. D'accord. Ce qui fait que plusieurs fois, ça a été l'inondation, le sol trempé. Enfin vraiment la vraie misère, quoi. Vraiment, c'était vraiment assez nul là-dessus. J'avais essayé de bricoler ça, mais ça changeait vraiment rien. Il y avait rien à faire. Bien entendu, l'entreprise qui me l'avait vendu ne faisait rien non plus. Donc comme ça, de toute façon, ils font pas grand-chose. Quand il y a un problème sur un camping-car, ils sont bien pour les vendre, mais après, souvent pour intervenir dessus, il y a personne. Et comme pour eux, c'est juste des véhicules de loisirs que tu dois utiliser l'été, finalement, si ça inonde le sol, ils s'en fichent. Bon. Mais le truc, c'est qu'en hiver, c'est même déjà en été, c'est quand même pas bon pour le vieillissement des meubles et tout. Et puis l'hiver, c'est juste épouvantable, quoi. La pompe, en plus, elle était difficile d'accès parce que c'est vrai que les pompes, il faut les installer le plus près possible de la cuve. Mais bon, en réalité, elle peut être jusqu'à 2 mètres de la cuve. On n'est pas obligé de la coller non plus. Et il faut quand même plutôt penser à la mettre dans un endroit où on va pouvoir intervenir dessus, on va pouvoir démonter le filtre pour le laver, on va pouvoir se rendre compte qu'il a un problème ou que le vase d'expansion a un problème et qu'il faut les changer, qu'il y a une fuite, etc. Là, c'est juste que c'était totalement inaccessible puisque c'était contre la cuve, en contrebas, dans le placard, on pouvait pas y mettre les mains. Enfin, c'était juste terrible. Dans le camping-car que tu avais eu, c'était un peu mieux. La pompe était un petit peu plus accessible puisqu'elle était sous la table, dans un rangement sous la table. Donc, c'était un peu plus accessible. Oui, je me demande si elle n'était pas à côté de la cuve, mais Ouais. plus simple d'accès. On Ouais. avait la place de mettre les bras. Moi, c'est pareil, c'était cuve sous les banquettes. J'en avais 2. Celui qui l'avait avant moi, il avait rajouté une cuve de 100 litres. Ou de 80 litres. Ou 80 litres. Un bouchon qui permettait de passer les mains, mais comme il y a énormément de cloisons, de renforts à l'intérieur, on peut nettoyer la première partie à l'entrée de la cuve, mais on peut pas aller au fond, quoi, parce qu'on peut même pas passer le bras et de là à passer un petit bras avec une raclette pour nettoyer, ça passe pas, quoi. Il y a plein de trucs en travers, donc les cuves elles sont pratiques pour aller sous des banquettes, mais sont innettoyables. C'est pas des grands volumes, quoi. Donc, ouais, c'est assez complexe à nettoyer. Du coup, toi, pour le camion, tu avais opté pour des fûts à cornichons. Et ouais, des grands fûts à cornichons, 250 litres chacun. Donc, il n'y avait plus les cornichons. Hein. Il n'y avait plus les cornichons, ils avaient été bien nettoyés. L'avantage de prendre des fûts à cornichons, j'ai dû payer ça 10 balles, pièce. Le mec, c'était vraiment pour s'en débarrasser, ils étaient en super bon état. Et c'est juste qu'eux, au niveau alimentaire, au bout d'un certain nombre d'années, j'imagine, ils ne doivent plus les utiliser, il faut les changer. Et l'avantage de ces cuves, c'est que à l'intérieur, c'est un revêtement alimentaire. Donc là, c'est vraiment pas un fût. Quand j'ai acheté le camion, c'était un vieux fût de chantier en plastique bleu. Ça, je l'ai viré le plus vite possible. Il faut absolument que ce soit en plastique alimentaire, sinon il y a quand même une très forte migration du plastique et de ces composants qui peuvent être franchement pas bons et dans l'eau. Donc ça, c'est pas top. Et quand on parlait de nettoyage des cuves, moi j'avais fait une erreur avec ces 2 cuves, c'est que donc je les ai mises sous le lit. Tout le fond avait été refait pour ça. J'avais mis les cuves et j'avais mis le lit juste au-dessus. Le truc, c'est que si je devais ouvrir la cuve, j'avais à peine 15 cm entre le dessous du sommier et le dessus de la cuve. Donc impossible de passer ne serait-ce que la tête pour regarder dedans. Passer le bras, oui, c'est bien joli, mais quand on voit pas ce qu'on fait, c'est pas la peine. Et puis surtout que moi, sur le couvercle, j'avais mes fameuses tiges filetées qui étaient fixées. Donc il aurait fallu que je soulève le couvercle de plus de 50 à 70 cm pour pouvoir les sortir. Donc si je voulais les ouvrir, il fallait que je déboulonne toutes mes tiges, que j'enlève le couvercle, et de toute façon, je pouvais pas les nettoyer. Et le seul moyen de les nettoyer, c'était d'abord de les vider, et ensuite de démonter tout le cadre en bois que j'avais fait pour les maintenir en place, le système de fixation,
et les passer par la porte pour les mettre dehors. Donc en fait, en quelques années que je les ai eus, je ne les ai jamais nettoyés. Quand je les ai sortis pour mettre la nouvelle cuve, eh ben, j'ai regardé dedans et en fait elles étaient super propres, j'étais super content. Il y avait juste un petit peu de dépôt de minéraux, mais ça c'est Voilà, normal, c'est ce qu'il y a dans l'eau et voilà. qui se dépose, quoi. Donc par contre, ça posait un problème au niveau de la pompe d'avoir des fûts comme ça. Oui, alors ma pompe, j'ai fait plein d'erreurs sur la pompe. La première. La première pompe, ouais. Donc déjà c'était une pompe qui fonctionnait donc avec le fameux vase d'expansion pour les coups de bélier. Ce vase d'expansion, j'en ai utilisé 2, je crois. Parce qu'il y en a un, ben, on comprenait pas, ça merdait dans tous les sens. Puis ben, quand on l'a ouvert, on s'est aperçu que la membrane qui était dedans était déchirée, tout simplement. Voilà, donc il fonctionnait plus en fait. Le truc fonctionnait plus et ouais, on avait des à-coups effectivement. Quand on tirait l'eau, ça donnait des à-coups au démarrage. Pourtant, cette pompe était pas super vieille. Bon, elle avait quand même quelques années, mais le vase d'expansion, pardon, était pas super vieux. Ouais, mais bon, c'est des membranes en caoutchouc, donc ça dure pas très longtemps. Hein. Voilà, donc ça dure que quelques années, faut le savoir. Peut-être qu'il y en a, ils pourront garder le leur 5-10 ans, puis il y en a, au bout de 2-3 ans, ça va se déchirer. Donc autant acheter directement une pompe qui peut s'en passer, je crois que c'est beaucoup plus simple. La deuxième erreur que j'ai fait, celle-là était un peu plus sérieuse, c'est que je l'ai mise entre les cuves et le mur à droite, sachant que j'ai fait un meuble devant. Donc il fallait que je me penche, que je me glisse sous le sommier, que j'essaye de tendre un bras entre le meuble et la pompe et je pouvais toucher la pompe. De là à faire plus et intervenir dessus, ça a posé problème justement quand le vase d'expansion il a fui. Voilà, c'était une galère monumentale de contorsion pour aller démonter ça et c'est là que je me suis dit c'est un très mauvais emplacement. Avec la nouvelle cuve, la pompe elle a migré sous l'évier. Donc là, pour intervenir, il faut quand même que j'enlève tout mon bazar qui est devant les poubelles, la bouteille de gaz. Mais une fois que j'ai enlevé tout ça, j'ai tout l'espace sous l'évier pour accéder à la pompe. Bon, c'est juste que je suis allongé par terre, mais au moins je suis bien. Alors si je l'ai mise au ras du sol, c'est parce que comme ma sortie de cuve, elle est sous la cuve à quelques centimètres du sol, en fait j'ai mon tuyau qui court tout le long du sol et qui remonte de quelques centimètres sur la pompe. Si jamais la pompe se désamorce, c'est déjà arrivé, donc si elle s'est désamorcée, c'est parce que ma cuve était vide. Quand j'ai refait le plein, en quelques secondes, la pompe réamorce, elle n'a pas besoin d'aspirer. Parce que donc, sur mes anciennes cuves, la pompe était contre le mur à plus d'1 mètre du sol. Le tuyau montait par-dessus les cuves pour plonger dedans et aller chercher l'eau au fond. Ça veut dire que quand une cuve était désamorcée, quand on refaisait le plein, la pompe se mettait à tourner et il fallait qu'elle arrive à aspirer tout l'air qui est dans le tuyau qui arrivait du fond pour faire monter l'eau jusqu'à la pompe. Et puis des fois, elle tournait à vide sur sa bulle d'air et l'eau, elle voulait pas venir. Donc moi, j'étais obligé de démonter le tuyau, le siphonner. Donc la pompe, entre-temps, je l'ai fait migrer devant les cuves pour pouvoir justement intervenir. Donc là, je démontais le tuyau, je siphonnais et je vidais dans une bassine. Hop, je bouchais avec le pouce, je remettais vite sur le tube de fixation de la pompe, je resserrais et je remettais. Et des fois, ça ne marchait pas. Et il fallait que je remette. J'y ai passé des crises de nerfs sur ce système et c'est vraiment le système que je ne referai absolument jamais. C'est pour ça que ma pompe, je me suis dit, maintenant, elle sera au niveau de la sortie d'eau et sortie basse. C'est pas conseillé de mettre les pompes en hauteur par rapport à l'eau qu'elles doivent aspirer parce qu'elles forcent beaucoup plus et du coup, leur durée de vie, en plus, elle se réduit. Plus on va obliger la pompe à forcer, plus du coup, sa vie, elle va quand même réduire. Et puis bien entendu, quand les pompes tombent en panne, c'est jamais au bon moment. Tu te souviens, ta pompe précédente, quand elle s'est mise à fuir, elle était donc installée devant les fûts. Et c'était pendant le premier confinement, à cause du Covid. Donc c'était au printemps 2020, mi-avril 2020. Et voilà que la pompe, elle se met à fuir. Mais ça a fait vraiment des jets d'eau, des jets d'eau partout. C'était une pompe avec le corps en fait en 2 parties et il y avait un joint en fait entre ces 2 parties. Et c'est là qu'en fait quand on demandait de l'eau, il y avait plus d'eau et dans les robinets par contre toute l'eau partait par le corps. Ouais, une vraie galère. Ah là, c'était effrayant. Là, obligé de trouver une solution. T'avais mis du Sikakol, je me souviens. Du Sika tout autour, ça avait quasiment arrêté la fuite. Ça a permis d'avoir un peu d'eau sur les robinets, le temps de commander en urgence une pompe. Ouais, par contre, c'était le confinement, donc on pouvait pas aller dans les magasins pour aller chercher une pompe dans un magasin de camping-car.
On était en plein milieu de la pampa. De toute façon, il n'y avait rien autour. Hein. Il aurait fallu rouler assez loin. Il aurait fallu faire au moins 1 heure, voire 1h30 de route pour réussir à trouver un magasin de camping-car. Et en confinement, c'était interdit? Ah bah c'était totalement interdit, ouais, carrément. Et puis, du coup, même faire venir par Internet, il fallait que les sites Internet ils fonctionnent, tout ça. Enfin bon, c'était compliqué. Pensez aussi pour tous les travailleurs qui ont continué à travailler pendant cette période. Et quand même, du coup, on a réussi à trouver cette pompe qui était tout en métal, en plus pas fabriquée en Asie comme la plupart des autres pompes. Non, c'est la fabriquée en Italie. Voilà. Et du coup, à la faire venir, à l'installer, ouais, là, ça avait été assez épique. Et puis, autrement aussi, ce dont on peut parler, c'est aussi l'histoire du trop-plein. Parce que c'est pareil, sur tes fûts, tu n'avais pas de trop-plein. Quand ça arrivait en haut... ça débordait. Voilà. Donc quand on fait le plein, on part pas prendre l'apéro. Hein. On était justement en visite chez ta mère. Et puis les cuves étaient totalement vides. Alors moi je tire le tuyau, je branche et là comme on s'était dit il n'y a pas un super gros débit chez elle, on s'est dit bon on a le temps, allez hop, je les rejoins à l'intérieur, on prend l'apéro et blabla et on discute et on discute et on discute. Et au bout d'un moment je me dis tiens, il faudrait peut-être que j'aille voir mes cuves quand même. Et là quand j'arrive en vue du camion, je vois que ça coule tout le long, un goutte à goutte, mais à plein d'endroits. Donc je me suis remis en catastrophe et en fait c'était en train de passer par-dessus. Ouais. Et quand tu as ouvert la porte, ça a carrément dévalé les marches. Il y avait de l'eau partout dans le camion. Parce que donc le dessus était percé pour mes fixations de tiges. Mais après, j'avais fait un simple trou pour passer le tuyau et pour aller puiser au fond. Et ce trou était plus grand que la taille du tuyau. Ce qui fait que quand c'est arrivé en haut, c'est sorti par ce petit trou et ça a débordé. Et donc j'ai vite arrêté. Les affaires avaient pris l'eau. On avait passé toute la soirée jusqu'à 1h ou 2h du matin à tout sortir de dessous pour essayer de mettre à sécher. Les plaids des chiens étaient trempés. C'était une méga misère. En plus c'était l'hiver. On était allé la voir pour Noël. Donc c'était pas une bonne période, voilà, il faisait pas 30 degrés dans la journée pour que ça sèche, donc ça avait été vraiment très compliqué. Ça c'est le genre de choses aussi à penser. Ouais. Il faut que la cuve elle soit au maximum étanche au niveau de ses raccords et faire un trop plein pour que ça sorte dehors en cas d'oubli, parce que autrement il suffit d'un moment d'inattention, n'importe quoi, ça va hyper vite et du coup c'est l'accident. Carrément. Donc voilà un petit peu pour les mésaventures qu'on a pu avoir avec nos systèmes d'eau. Dans le prochain épisode, nous aborderons la question de la potabilisation de l'eau. Nous vous remercions pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le couvrir d'étoiles, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire. Retrouvez-nous sur Instagram @ChristèleGentot et @Claire ou Obscur. Ça c'est notre compte pro artistique. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à mercredi prochain.